Claire fixait l'écran de son téléphone dans le vestiaire de l'hôpital Saint-Louis, ses mains tremblant après 14 heures de garde de nuit. Les néons fluorescents lui donnaient un teint cireux, et ses cheveux châtains échappés de son chignon témoignaient de l'épuisement qui la rongeait. À 34 ans, elle avait appris à fonctionner sur les réserves, mais ce message de sa mère venait de briser quelque chose en elle. « Si tu veux participer au dîner de Noël, viens nettoyer la maison. » Les mots dansaient devant ses yeux fatigués, chaque syllabe résonnant comme une gifle. Claire relut le message 3 fois, espérant avoir mal compris, mais la réalité s'imposait avec une cruauté familière. Sa mère, Françoise, 62 ans et parfaitement capable de tenir une maison, exigeait qu'elle vienne faire le ménage pour avoir le droit d'assister au réveillon qu'elle finançait intégralement depuis 3 ans. Son téléphone vibra. Un second message de sa sœur Camille. « Maman et moi devons nous reposer pour être belles. Tu comprends? J'ai mes abonnés Instagram et maman mérite de se détendre. » Claire sentit son estomac se nouer. Cette nausée familière qui l'accompagnait depuis l'enfance dès qu'elle pensait aux dynamiques de sa famille. Camille, 28 ans, influenceuse beauté avec 15 000 followers et aucune source de revenus stable, trouvait toujours le moyen de transformer ses responsabilités en privilèges pour les autres. Et Claire, comme toujours, était désignée pour ramasser les morceaux. Elle fouilla dans son sac et sortit son carnet de compte. Traiteur pour Noël, 800 €. Décoration et champagne, 300 €. Cadeau, 400 €. Au total, 1500 € pour un réveillon où elle serait traitée comme une domestique. L'ironie la frappa avec une force inouïe. Elle payait pour avoir le privilège de servir, de nettoyer, de sourire, pendant que sa mère récoltait les compliments sur sa belle table et que Camille prenait des selfies devant son sapin de Noël. Claire finançait son propre effacement, achetait sa propre invisibilité avec l'argent qu'elle gagnait en soignant des patients durant ses longues gardes nocturnes. Ses doigts se mirent à trembler davantage, non plus de fatigue mais de quelque chose de plus profond, de plus libérateur, une colère pure, cristalline, qui montait en elle comme une marée. Pour la première fois depuis des années, Claire voyait la situation avec une clarté douloureuse mais salvatrice. Elle ouvrit l'application de messagerie et tapa sa réponse sans réfléchir, guidée par une lucidité soudaine qui balayait des années de conditionnement. Parfait, profiter du dîner. Ses pouces hésitèrent une seconde au-dessus de l'écran, puis elle appuya sur « Envoyer » avant que le doute ne la paralyse. Le message partit avec un petit bruit discret qui résonna comme un coup de canon dans le silence du vestiaire. Claire éteignit immédiatement son téléphone, le rangea dans son casier et ferma la porte métallique d'un geste ferme. Le claquement résonna dans l'espace vide, marquant symboliquement la fin de quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Elle rentra chez elle dans un état second, marchant dans les rues parisiennes, comme si elle découvrait la ville pour la première fois. Son petit studio du 11e arrondissement lui sembla différent, plus spacieux, comme si l'air y circulait enfin mieux. Elle s'endormit d'un sommeil profond et réparateur, le premier depuis des mois de tension familiale. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation de légèreté nouvelle. Elle prépara son café en savourant le silence apaisant de son appartement, puis ralluma son téléphone pour la première fois depuis 20 heures d'une paix bienfaisant. L'écran s'illumina et explosa littéralement. 20 appels manqués, tous de sa mère. Les messages vocaux se succédaient, l'historique montrant une escalade de panique qui avait duré toute la nuit. Claire pressa sur le premier message et la voix hystérique de Françoise envahit la cuisine. « Comment as-tu osé? C'est impossible. Tu ne peux pas nous faire ça. Rappelle-moi immédiatement. » Elle referma le téléphone, son cœur battant la chamade, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de peur. C'était d'excitation. Claire ferma les yeux et appuya sur le premier message vocal, laissant la voix stridente de sa mère envahir la quiétude de sa cuisine. « Comment as-tu osé faire ça? C'est impossible, Claire. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. » La voix montait dans les aigus, cette hystérie familière que Claire connaissait depuis l'enfance. « Tu détruis Noël. Comment peux-tu être si égoïste? Rappelle-moi immédiatement. » Elle passa au message suivant, puis au suivant, chaque vocal révélant l'escalade de panique de Françoise au fil des heures. 3 heures du matin. « Claire, je sais que tu m'en veux, mais on peut en parler. » 5 heures. « C'est ridicule.
Tu te comportes comme une enfant. 7 heures. Si tu ne rappelles pas, je viens à l'hôpital. Claire posa son téléphone et sirota son café, surprise de constater à quel point ces menaces qui l'auraient terrorisée autrefois lui semblaient maintenant creuses. Elle ouvrit son ordinateur portable et découvrit que Camille avait publié un long post Instagram avec une photo d'elle en larmes. « Ma sœur a ruiné notre Noël en famille. Je ne comprends pas comment on peut être si cruel avec sa propre mère. » Les commentaires s'enchaînaient, des followers compatissants qui ne connaissaient rien à la réalité de leur famille. « Courage, ma belle, les gens changent parfois. Ta sœur doit être jalouse de ta beauté. » Claire ressentit un mélange d'écœurement et de fascination devant cette mise en scène publique de leur drame privé. Son téléphone vibra à nouveau, un appel de sa mère. Claire laissa sonner, puis écouta le nouveau message. « Claire, j'ai annulé le traiteur que tu avais commandé. De toute façon, sans toi, ça ne sert à rien. J'ai gardé l'argent pour mes frais, tu comprendras. » 800 € directement dans la poche de sa mère, comme si de rien n'était. À 14 heures, Claire arriva à l'hôpital pour sa garde de jour, l'esprit plus clair qu'elle ne l'avait eu depuis des mois. Dans le couloir de cardiologie, elle croisa Pierre Moreau, médecin urgentiste de 42 ans, avec qui elle entretenait une relation cordiale mais distante depuis 2 ans. « Claire, ça va ?» demanda-t-il en remarquant les cernes sous ses yeux. « Tu as l'air différente. » Elle hésita un instant, puis se lança. « Ma famille me demande de venir nettoyer chez ma mère pour avoir le droit de participer au Noël que je finance intégralement. J'ai refusé. » Pierre s'arrêta net dans le couloir, ses yeux noisettes écarquillés. « Attends, tu paies pour qu'on te traite comme une domestique ?» Il secoua la tête, incrédule. « Claire, c'est complètement fou. Tu réalises que c'est de la manipulation pure ?» Cette validation inattendue fit trembler quelque chose en elle. Pierre, cet homme équilibré et respecté de tous, trouvait la situation anormale. J'ai toujours fait ça. Je pensais que c'était normal. » « Normal ?» Pierre posa doucement sa main sur son bras. « Claire, dans une famille saine, l'amour ne se monnaie pas. Tu donnes parce que tu veux donner, pas parce qu'on t'y oblige. » Il marqua une pause. « Et on ne t'impose certainement pas de faire le ménage pour mériter ta place à table. » Claire sentit ses yeux s'embuer. Depuis quand n'avait-elle pas entendu quelqu'un prendre sa défense ? « Ma mère dit que je suis ingrate, que j'abandonne ma famille. »« Ta mère manipule ta culpabilité, » répondit Pierre fermement. « C'est un classique. Tu as le droit de poser des limites, Claire. Tu as le droit de dire non. » À cet instant, son téléphone sonna. Le nom de sa mère s'affichait sur l'écran. Claire regarda Pierre, qui hocha la tête d'encouragement. Elle décrocha. « Maman !»« Ah, enfin, Claire, qu'est-ce qui te prend ? Tu me fais une crise de nerfs. Camille pleure depuis hier. Elle dit que tu l'as bloquée sur Instagram. » Claire prit une profonde inspiration. « Maman, je ne viendrai pas nettoyer ta maison. Si tu veux que je participe au Noël que je finance, c'est en tant qu'invitée, pas en tant que femme de ménage. » Le silence au bout du fil fut assourdissant, puis Françoise explosa. « Tu es devenue folle. Qui t'a mis ces idées dans la tête ? C'est ce Pierre, c'est ça ? Je le savais. » Claire regarda Pierre qui écoutait, les sourcils froncés. Comment sa mère connaissait-elle son nom ? « Maman, personne ne m'influence. J'ai juste ouvert les yeux. Tu vas regretter, Claire. Une famille, ça ne se remplace pas. Tu finiras toute seule. Et ce jour-là, ne viens pas pleurer. » La communication se coupa. Claire fixa son téléphone, le cœur battant, mais étrangement, elle se sentait plus légère que jamais. C'était la première fois qu'elle tenait tête à sa mère. Et contrairement à ce qu'elle avait toujours craint, le monde ne s'était pas écroulé. Au contraire, elle respirait enfin. Seule dans son petit studio du 11e arrondissement ce soir-là, Claire s'installa à sa table de cuisine avec une tasse de thé et ses relevés bancaires des 3 dernières années. Elle avait besoin de voir noir sur blanc l'ampleur de sa générosité compulsive, de mettre des chiffres sur cette hémorragie financière qu'elle s'infligeait par amour mal placé. Les chiffres s'alignaient impitoyablement. Noël 2021, 1 200 €. Noël 2022, 1 400 €. Cette année, 1 500 €. Les anniversaires de sa mère, 150 € chaque fois. Les urgences de Camille, réparation de voiture, 800 €, loyer en retard, 600 €, cours de yoga, indispensable,
400 €. Les travaux chez sa mère, nouvelle cuisine, 3 000 €, toiture, 2 000 €. Claire additionna mentalement et le résultat lui coupa le souffle. 15 000 € en 3 ans. 15 000 € pour acheter un amour qui ne venait jamais, pour nourrir un puits sans fond d'exigences qui ne cessèrent de grandir. L'équivalent d'un voyage autour du monde, d'une voiture neuve ou de 2 années d'économie pour un appartement plus grand. Elle repensa à sa grand-mère paternelle, Mamie Lucette, décédée quand Claire avait 12 ans. Cette femme douce aux mains tachées de farine qui l'accueillait toujours avec le même sourire radieux, qui lui préparait ses madeleines préférées sans rien demander en retour. « Ma petite Claire, tu es précieuse exactement comme tu es », lui répétait-elle en caressant ses cheveux. Mamie Lucette n'avait jamais mis de condition à son amour. Pourquoi cette pensée lui revenait-elle maintenant ? Peut-être parce qu'elle réalisait enfin la différence entre un amour authentique et la transaction émotionnelle que sa mère lui imposait depuis des années. Mamie Lucette la valorisait simplement pour ce qu'elle était. Sa mère la tolérait uniquement pour ce qu'elle apportait. Les souvenirs affluaient, douloureux mais nécessaires. Après le divorce de ses parents, quand Claire avait 15 ans, sa mère avait sombré dans une dépression qui avait duré des mois. « Il faut que tu m'aides, Claire. Tu es la seule sur qui je peux compter », répétait-elle en pleurant. Claire était devenue l'adulte de la maison du jour au lendemain, gérant les factures, consolant sa mère, s'occupant de Camille qui n'avait que 9 ans à l'époque. Cette parentification précoce avait modelé sa personnalité. Elle était devenue celle qui répare, celle qui donne, celle qui assume les responsabilités des autres. Et sa famille avait trouvé cela si pratique qu'elle n'avait jamais cessé de la maintenir dans ce rôle. Son téléphone vibra doucement. Un message de Pierre. « J'espère que tu vas bien après cet appel difficile. Si tu veux en parler, je suis là. » Un geste simple, désintéressé, qui contrastait cruellement avec les manipulations auxquelles elle était habituée. Claire lui répondit spontanément. « Merci Pierre. C'est étrange de recevoir de la bienveillance sans contrepartie. Je découvre que ça existe. » Il répondit rapidement. « Ça devrait être la norme, pas l'exception. Tu mérites d'être entouré de gens qui t'apprécient pour qui tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. » Ces mots simples la bouleversèrent. Quand avait-elle entendu cela pour la dernière fois ? Pierre exprimait une évidence qu'elle avait oubliée. L'amour véritable ne se négocie pas, ne se marchande pas, ne s'achète pas. Elle se dirigea vers sa bibliothèque et sortit un album photo poussiéreux. Sur la première page, une photo d'elle à 8 ans avec Mamie Lucette dans la cuisine familiale. Toutes les deux souriaient, couvertes de farine, devant une fournée de madeleines dorées. Claire se souvenait de cette journée. Elle avait cassé un bol en porcelaine et s'attendait à être grondée. Mais Mamie Lucette avait simplement dit « Ce ne sont que des objets, ma chérie. Toi, tu es irremplaçable. » Irremplaçable. Le mot résonna dans son esprit comme une révélation. Sa grand-mère la considérait comme irremplaçable, pas comme un distributeur automatique d'argent et de services. Claire ferma l'album et se regarda dans le miroir de son entrée. À 34 ans, elle découvrait qu'elle avait le droit d'exister sans justifier sa présence par des cadeaux ou des sacrifices. Elle avait le droit de dire non. Elle avait le droit d'être aimée gratuitement. Pour la première fois depuis des années, elle imagina sa vie sans cette charge émotionnelle constante. Que ferait-elle avec ces 15 000 € si elle les avait gardés ? Peut-être ce cours de pâtisserie qu'elle rêvait de suivre depuis des années, inspiré par les souvenirs de Mamie Lucette. Peut-être des vacances en Italie, ce voyage qu'elle reportait sans cesse par manque de moyens. La culpabilité pointait déjà son nez, cette vieille compagne qui l'accompagnait depuis l'enfance. Tu es égoïste, tu abandonnes ta famille. Mais pour la première fois, une petite voix nouvelle lui répondait « Non, tu te respectes enfin. » Claire éteignit les lumières et se prépara pour le coucher, l'esprit plus léger malgré la tempête émotionnelle de la journée. Demain, elle commencerait peut-être à construire une vie où elle ne paierait plus pour être aimée. Le changement avait commencé, et malgré la peur, elle savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Claire n'eut pas à attendre longtemps pour mesurer les conséquences de sa rébellion. Le lendemain après-midi, alors qu'elle terminait sa ronde dans le service de cardiologie, l'infirmière-chef l'interpella avec un air gêné. « Claire, ta mère est à l'accueil. Elle fait un esclandre. Elle exige de te voir immédiatement. » Le cœur de Claire se serra. Sa mère à l'hôpital,
sur son lieu de travail, devant ses collègues. L'humiliation publique, l'arme ultime de Françoise quand elle n'obtenait pas satisfaction. Claire descendit au rez-de-chaussée, les jambes flageolantes, et découvrit sa mère en pleine crise dramatique devant une dizaine de personnes médusées. « Ma fille refuse de voir sa famille. Elle nous abandonne pour Noël. Comment peut-on élever un enfant si ingrat ?» sanglotait Françoise, un mouchoir à la main, jouant parfaitement son rôle de mère éplorée. « Maman, viens, on va parler ailleurs », murmura Claire en la prenant par le bras. « Non, je veux que tout le monde sache qui tu es vraiment. Tu détruis notre famille, Claire. Ta sœur ne mange plus, elle dépérit à cause de toi. » Pierre apparut soudain à côté de Claire, sa présence rassurante dans ce chaos. « Madame, je suis le docteur Moreau. Votre fille est une excellente professionnelle, respectée de tous. Peut-être pourriez-vous discuter de vos différends familiaux dans un cadre plus approprié ?» Françoise le foudroya du regard. « Ah, vous êtes Pierre, c'est vous qui montez ma fille contre sa famille. Ma Claire n'était pas comme ça avant de vous connaître. »« Maman, personne ne me monte contre personne. » intervint Claire, trouvant enfin sa voix. « Je prends mes propres décisions. » Le chef de service, alerté par le bruit, arriva et prit fermement les choses en main. « Madame, je vais vous demander de quitter l'établissement. Les visites familiales se font dans le respect du personnel et des patients. » Françoise comprit qu'elle avait perdu cette bataille. Elle jeta un dernier regard venimeux à Claire. « Tu me le paieras. Une mère, ça ne s'abandonne pas. » Elle partit en claquant des talons, laissant derrière elle un silence embarrassé. Les collègues de Claire la regardaient avec compassion. « Ne t'inquiète pas, on a tous des familles compliquées », lui glissa une infirmière. Pierre posa doucement sa main sur son épaule. « Tu as bien géré. Elle comptait sur ton embarras pour te faire céder. » Mais l'offensive familiale ne s'arrêta pas là. Dans les jours qui suivirent, Claire reçut des appels de tantes, cousins, oncles qu'elle n'avait pas entendus depuis des mois. Tous avaient mystérieusement la même version des faits, soigneusement orchestrée par sa mère et Camille. « Claire, ta cousine Marie m'a dit que tu refuses de voir ta mère pour Noël. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas ton genre d'être si dure, » lui reprochait sa tante Sylvie. « Ta mère m'a raconté que tu exiges qu'elle fasse le ménage toute seule à son âge. Franchement, Claire, où est passée ton éducation ?» ajoutait son oncle Bernard. L'histoire s'inversait insidieusement. Dans la version familiale, Claire devenait la fille cruelle qui abandonnait sa pauvre mère âgée et fragile. Camille alimentait le feu sur les réseaux sociaux, publiant des photos de leur mère déprimée avec des légendes larmoyantes. Les messages s'accumulaient sur son téléphone. « Tu devrais avoir honte. Une mère, ça se respecte. Tu vas regretter quand elle ne sera plus là. » Claire documentait tout, conseillée par Pierre qui avait vécu une situation similaire avec son père alcoolique. « Garde tout, » lui dit-il. « Ces gens comptent sur ta mémoire sélective. Quand ils nient leur propre message dans quelques mois, tu auras les preuves. » Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Claire s'effondra en larmes dans la salle de pause. Et si j'avais tort ? Et si j'étais vraiment une fille ingrate ? Pierre s'assit à côté d'elle, son regard noisette empreint de douceur. « Claire, écoute-moi bien. Une mère aimante ne fait pas d'esclandre sur le lieu de travail de sa fille. Une famille saine ne mobilise pas tout le clan pour harceler l'un des siens. Ce que tu vis, ça s'appelle de la violence psychologique. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mon père me faisait le même coup. Il racontait à tout le monde que j'étais un fils dénaturé parce que je refusais de financer son alcoolisme. J'ai mis des années à comprendre qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas accepter ses dysfonctionnements. » Claire leva les yeux vers lui, troublée par cette confidence. « Comment tu as fait pour tenir ? J'ai appris à faire la différence entre la culpabilité saine et la culpabilité toxique. La vraie culpabilité, elle vient quand on fait du mal à quelqu'un. La fausse culpabilité, elle vient quand on refuse de se laisser maltraiter. » Ces mots résonnèrent en Claire comme une évidence longtemps enfouie. Elle observait Pierre avec des yeux nouveaux, cet homme qui avait traversé les mêmes tempêtes et en était sorti plus fort, plus sage. Pour la première fois depuis le début de cette crise, elle ne se sentait plus seule. Elle avait trouvé un allié, quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'elle vivait. Et peut-être, se dit-elle en séchant ses larmes, quelqu'un qui pourrait l'aider à construire une nouvelle vie loin de ses chaînes familiales. Une semaine après l'esclandre de sa mère à l'hôpital, Claire découvrit par hasard un forum en ligne intitulé «
famille toxique, s'en sortir. En lisant les témoignages, elle eut l'impression de lire sa propre histoire déclinée en dizaines de variantes. Les mots chantage affectif, parentification, triangulation revenaient sans cesse, donnant des noms précis à ce qu'elle avait toujours vécu sans pouvoir l'identifier. « Ma mère me culpabilise chaque fois que je pose une limite », écrivait une femme de 40 ans. « Mon frère et ma sœur se liguent contre moi dès que je refuse de payer leurs dettes », témoignait une autre. Claire n'était pas seule, elle n'était pas folle, et surtout, elle n'était pas responsable des dysfonctionnements de sa famille. Sur les conseils de Pierre, elle prit rendez-vous avec le docteur Moreau, psychologue à l'hôpital, recommandé pour son expertise sur les traumatismes familiaux. La femme de 50 ans au regard bienveillant l'accueillit dans son bureau lumineux du 3e étage. « Racontez-moi votre histoire, Claire. Prenez votre temps. » Pour la première fois de sa vie, Claire vida son sac sans craindre d'être jugée. Elle parla de sa mère, de Camille, de l'argent, du ménage imposé, de cette sensation permanente de marcher sur des œufs. Le docteur Moreau l'écoutait sans l'interrompre, prenant parfois quelques notes. Ce que vous décrivez correspond à un schéma classique de famille dysfonctionnelle, avec enfant bouc émissaire. Vous avez été désignée très tôt comme celle qui devait réparer les blessures de tous. Ce n'était pas votre rôle. Ces mots libérèrent quelque chose en Claire. Mais alors, pourquoi je me sens si coupable de les avoir abandonnés ? Parce qu'on vous a conditionné depuis l'enfance à vous sentir responsable de leur bonheur. Cette culpabilité n'est pas rationnelle. Elle est programmée. Nous allons travailler ensemble pour la déloger. En sortant de cette première séance, Claire se sentait à la fois vidée et soulagée. Elle croisa Pierre dans le couloir, qui l'invita spontanément à prendre un café après leur service. Ils s'installèrent dans un petit bistrot près de l'hôpital, loin de l'agitation médicale. Pierre commanda un expresso, Claire un thé au jasmin. Dans cette ambiance feutrée, loin des urgences et des sonnettes, ils parlèrent vraiment pour la première fois. « Tu sais, moi aussi j'ai eu ma période de culpabilité toxique », confia Pierre en remuant son café. « Mon père était alcoolique. Chaque fois qu'il rechutait, il me disait que c'était de ma faute, que je ne l'aidais pas assez. J'ai mis des années à comprendre que son addiction n'était pas mon problème à résoudre. » Claire l'observait avec attention, découvrant un homme plus complexe que le collègue cordial qu'elle côtoyait depuis 2 ans. « Comment tu as fait pour t'en sortir ? » Thérapie, beaucoup de lecture, et surtout, j'ai appris à distinguer l'amour authentique de la dépendance émotionnelle. Ton père ou ta mère peuvent t'aimer sincèrement tout en ayant des comportements toxiques. Les deux ne sont pas incompatibles. Cette nuance troubla Claire. Tu penses que ma mère m'aime vraiment ? Pierre réfléchit avant de répondre. Je pense qu'elle t'aime à sa manière, avec ses limites et ses dysfonctionnements. Mais son amour est conditionnel, transactionnel. L'amour sain ne demande pas de preuves constantes. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture du café, partageant leurs blessures et leurs découvertes. Claire découvrait chez Pierre une profondeur qu'elle n'avait jamais soupçonnée, une intelligence émotionnelle forgée par ses propres épreuves. « Tu sais ce qui m'a le plus aidée ?» ajouta Pierre en enfilant sa veste. « Comprendre que partir d'une famille toxique, ce n'est pas de l'abandon, c'est de la survie. Tu as le droit de choisir qui mérite ta présence dans ta vie. » En rentrant chez elle ce soir-là, Claire imagina pour la première fois sa vie sans cette charge émotionnelle constante. Que ferait-elle si elle n'avait plus à gérer les crises de sa mère, à financer les caprices de Camille, à justifier chacune de ses décisions ? Elle ouvrit son ordinateur et rechercha des cours de pâtisserie à Paris. Depuis l'enfance, elle rêvait de faire comme Mamie Lucette, de créer ces petites douceurs qui rendaient les gens heureux. Mais sa mère avait toujours balayé ce rêve d'un revers de main. La pâtisserie, c'est un hobby de bourgeoise. Toi, tu as des responsabilités. Les cours du cordon bleu s'affichèrent sur son écran, magnifiques et inaccessibles avec son budget amputé par les urgences familiales. Mais si elle gardait ses 15 000 € pour elle, si elle cessait de financer leurs caprices, pour la première fois depuis des années, Claire osa rêver de sa propre vie. Et étrangement, Pierre figurait dans ses rêves nouveaux, pas comme un sauveur, mais comme un compagnon de route qui comprenait ses combats. La culpabilité rôdait encore dans les recoins de son esprit, mais une petite flamme d'espoir commençait à vaciller dans l'obscurité. Peut-être qu'elle méritait effectivement d'être heureuse. 3 semaines après sa première séance chez le docteur Moreau,
Claire rentrait chez elle après une journée particulièrement calme à l'hôpital quand elle découvrit Camille assise devant sa porte d'entrée. Sa sœur avait visiblement pleuré, son maquillage coulait légèrement et elle arborait ce sourire fragile qu'elle maîtrisait parfaitement depuis l'adolescence. « Claire, enfin, tu rentres. J'ai attendu 2 heures, je commençais à m'inquiéter. » Claire sentit son estomac se nouer, cette sensation familière d'être prise au piège. « Camille, qu'est-ce que tu fais là ? Je viens faire la paix, grande sœur. Cette situation me rend malade, maman aussi. On ne peut pas continuer comme ça. On est une famille. » Camille se leva et la serra dans ses bras avant que Claire puisse réagir. Cette étreinte calculée qui sentait son parfum hors de prix et sa manipulation à plein nez. Claire la fit entrer à contre-cœur, déjà épuisée par ce qui l'attendait. « Tu veux un thé ?» demanda-t-elle par réflexe hospitalier. « Oh oui, avec plaisir. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Je comprends que tu sois en colère, mais maman vieillit, Claire. Elle a 62 ans, elle ne peut pas tout faire toute seule. » Camille s'installa sur le canapé avec l'aisance de quelqu'un qui se sent chez soi partout. « Et puis, entre nous, ce Pierre, il ne te connaît pas depuis longtemps. Il ne peut pas comprendre notre histoire familiale comme nous. » Claire posa les tasses sur la table, reconnaissant déjà les techniques apprises en thérapie. Minimisation de sa colère légitime, culpabilisation par l'âge de leur mère, et maintenant, attaque sur Pierre. Pierre n'a rien à voir avec mes décisions, Camille. Bien sûr que si. Avant de le rencontrer, tu n'étais pas comme ça. Tu étais généreuse, aimante. Tu prenais soin de nous. Camille but une gorgée de thé, ses yeux bleus plantés dans ceux de Claire. D'ailleurs, maman m'a dit que tu avais un compte épargne avec l'argent des urgences familiales. Tu pourrais peut-être nous aider une dernière fois. Voilà le vrai motif de cette visite. Claire sentit une colère froide monter en elle. De quel compte tu parles ? Allez, Claire, ne fais pas l'innocente. Les 8 000 € que tu mets de côté pour nos urgences. Maman a besoin de refaire sa salle de bain, et moi, j'ai des dettes qui traînent. 8 000 €. Claire n'avait jamais parlé de cette somme précise à personne. Comment Camille la connaissait-elle ? Qui t'a dit ce chiffre exact ? Camille rougit légèrement. C'est maman qui l'a calculé. Elle sait que tu mets de l'argent de côté. Le mensonge était grossier. Claire réalisa avec effroi que sa famille avait probablement accès à ses comptes bancaires d'une manière ou d'une autre. Peut-être par le biais de sa mère, qu'elle avait mise en contact de confiance des années auparavant pour une urgence médicale. « Camille, je ne vous donnerai plus un centime. Et ce compte, c'est pour mes projets désormais. » Le masque tomba instantanément. « Tes projets ? Quels projets ? Tu vis dans un studio minable ? Tu n'as pas d'enfants ? Pas de vraie vie sociale ? Nous, on est ta famille, ton seul vrai lien. » Eh bien justement, j'aimerais avoir autre chose dans ma vie que vos problèmes d'argent. Camille se leva d'un bond, son visage déformé par une rage qu'elle ne prenait plus la peine de dissimuler. Tu es devenue égoïste et froide. Ce Pierre t'a complètement retournée. Tu préfères un homme que tu connais à peine à ta propre famille. Pierre ne me demande rien, lui. Il ne débarque pas chez moi pour me soutirer de l'argent en me faisant du chantage affectif. Du chantage ? Mais tu rêves. On t'aime, Claire. Maman ne mange plus. Elle dépérit à cause de ton comportement. Ces mots qui l'auraient fait craquer quelques mois plus tôt sonnèrent maintenant creux aux oreilles de Claire. Si maman dépérit vraiment, elle peut consulter un médecin. Moi, je ne suis ni sa thérapeute, ni son distributeur automatique. Camille éclata en sanglots, ces larmes spectaculaires qu'elle utilisait depuis l'enfance pour obtenir ce qu'elle voulait. Je ne te reconnais plus. Ma sœur que j'aimais était généreuse. Elle avait un cœur. Ta sœur que tu aimais était une poire compressée à volonté. Cette époque est finie. Camille ramassa son sac, ses pleurs se tarissant comme par magie. Tu vas le regretter, Claire. Une famille, ça ne se remplace pas. Quand ton Pierre te plaquera, ne viens pas ramper devant nous. Elle claqua la porte en partant. Claire resta seule dans son salon, les mains tremblantes, mais l'esprit étrangement clair. Elle venait de tenir tête à Camille pour la première fois de sa vie. Et contrairement à ce qu'elle avait toujours craint, elle était encore vivante. Son téléphone vibra. Un message de Pierre. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle lui répondit simplement « Difficile mais libératrice. Je te raconterai demain. » Il répondit immédiatement « Bravo pour ton courage. Tu n'es pas seul. » Ces quelques mots lui réchauffèrent le cœur mieux que tous les « je t'aime » conditionnels de sa famille.
Claire sourit malgré ses mains qui tremblaient encore. Elle venait de franchir une étape importante, et cette fois, il n'y aurait vraiment plus de retour en arrière. 2 jours après l'affrontement avec Camille, Claire franchit une étape symbolique qui l'effraya autant qu'elle l'exalta. Elle changea son numéro de téléphone et bloqua définitivement sa famille sur tous les réseaux sociaux. Fini les messages de chantage à 3 heures du matin, fini les appels hystériques qui gâchèrent ses journées de repos. Avec l'argent qu'elle économisait désormais chaque mois, elle s'inscrivit au cours de pâtisserie artisanale qu'elle convoitait depuis des années. Tous les samedis après-midi, elle se retrouvait dans les cuisines lumineuses de l'école Ferrandi, les mains dans la farine, retrouvant cette joie simple qu'elle avait partagée avec Mamie Lucette. « Votre pâte à choux manque un peu de fermeté », lui indiqua gentiment le chef pâtissier lors du 3e cours. Claire corrigea le geste, sentant renaître en elle cette passion qu'elle avait enfouie sous des années de culpabilité familiale. Pierre l'attendait parfois à la sortie des cours, curieux de découvrir ses créations. Elle lui apportait religieusement ses essais. Éclairs ratés, tartes réussies, macarons bancals qu'ils dégustaient ensemble, en riant de leurs imperfections. « Tu as trouvé ta voie », lui dit-il un samedi soir, en croquant dans un chouquette encore tiède. « Tu rayonnes quand tu parles de pâtisserie. » Ils se promenaient dans les rues du Marais, leurs pas les menant naturellement vers des lieux qu'ils découvraient ensemble. Cette complicité nouvelle étonnait Claire par sa simplicité. Avec Pierre, pas de calcul, pas d'arrière-pensée, juste une présence apaisante qui contrastait avec les relations toxiques qu'elle avait toujours connues. « Tu sais ce qui me fait le plus de bien ?» lui confia-t-elle, en s'arrêtant devant la vitrine d'une boulangerie traditionnelle. « C'est de pouvoir enfin faire des projets sans me demander combien ça va coûter à ma famille. » Pierre glissa sa main dans la sienne avec une tendresse naturelle. « Tu découvres ce que c'est que de vivre pour soi. C'est normal que ce soit déstabilisant au début. Mais cette nouvelle liberté n'était pas sans heurts. Un matin, en faisant ses courses au Monoprix, Claire tomba nez à nez avec sa tante Sylvie, qui l'apostropha devant tout le monde. « Claire, ta mère me dit que tu l'as complètement abandonnée. Elle dépérit, tu sais. Elle ne sort plus de chez elle. » Le sang de Claire ne fit qu'un tour, mais elle se ressaisit rapidement, forte de ses mois de thérapie. « Tante Sylvie, si maman a des problèmes de santé, elle peut consulter son médecin. Moi, je ne suis pas responsable de son état émotionnel. » « Mais enfin, Claire, c'est ta mère. Comment peux-tu être si dure ? Je ne suis pas dure, je suis juste saine. Il y a une différence. » Sa tante la regarda avec des yeux ronds, manifestement décontenancée par cette Claire nouvelle qui ne baissait plus les yeux. Claire termina ses courses tranquillement, consciente que sa famille continuait à alimenter le mythe de la fille ingrate, mais cette fois, cela la laissait étrangement indifférente. Le soir, elle retrouva Pierre pour dîner dans un petit restaurant italien qu'ils avaient découvert ensemble. Ils parlèrent de tout et de rien, de ses progrès en pâtisserie, du livre qu'ils lisaient, du film qu'ils iraient voir le week-end prochain. « Tu es différente depuis quelques semaines », lui dit Pierre en la raccompagnant chez elle. « Plus légère, plus... toi, en fait. » Claire sourit, réalisant qu'il avait raison. Elle commençait enfin à découvrir qui elle était vraiment, quand elle n'était pas en mode survie permanente, quand elle ne consacrait pas toute son énergie à éteindre les incendies familiaux. « J'ai l'impression de me réveiller d'un long cauchemar », avoua-t-elle en cherchant ses clés. « Parfois, je me demande comment j'ai pu accepter ça si longtemps, parce que tu étais programmée pour ça depuis l'enfance. Mais maintenant, tu reprends le contrôle de ta propre vie. » Il l'embrassa doucement sur le front, un geste tendre qui ne demandait rien en retour. Claire monta chez elle, le cœur léger, savourant cette sensation nouvelle d'être aimée sans condition, sans facture à payer. Pour la première fois depuis des années, elle s'endormit en pensant à ses projets du lendemain, plutôt qu'aux problèmes qu'elle devrait résoudre pour les autres. Sa nouvelle vie commençait vraiment, et elle n'avait plus peur de la vivre pleinement. 4 mois après avoir changé de numéro, Claire croyait avoir trouvé la paix, quand elle découvrit sa mère et Camille devant sa porte un dimanche matin, accompagnée de son oncle Bernard et de sa tante Sylvie. Une véritable délégation familiale, organisée comme une intervention thérapeutique, mais à l'envers. « Claire, ma chérie !» s'écria Françoise en se jetant dans ses bras avant qu'elle puisse réagir. « Tu nous as tellement manqué. On ne pouvait plus vivre sans nouvelles. » Claire se dégagea doucement,
remarquant les regards appuyés des voisins qui assistaient au spectacle depuis leurs fenêtres. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Te ramener à la raison ?» intervint Bernard avec cette autorité patriarcale qu'il s'arrogeait depuis toujours. « Cette situation a assez duré, Claire. Nous sommes ta famille. On t'aime. On s'inquiète pour toi, » ajouta Sylvie. « Cet homme t'a complètement retourné. Tu n'es plus toi-même. » Camille restait en retrait, arborant son air de martyr blessé. « Maman pleure tous les soirs, Claire. Elle a maigri. Elle ne sort plus. Comment tu peux lui faire ça ?» Claire les fit entrer, consciente que ce moment était inévitable. Elle avait préparé cette confrontation avec le docteur Moreau, anticipé leurs arguments, leurs techniques. Elle était prête. « Asseyez-vous, je vais faire du thé. »« Tu vois ?» s'exclama Françoise. « Ma Claire est toujours aussi attentionnée. Ce Pierre l'a peut-être influencée, mais au fond, elle a bon cœur. » Claire revint avec le plateau, observant cette mise en scène familiale avec un détachement nouveau. « Je vous écoute. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ?»« Qu'on redevienne une vraie famille, » répondit Bernard. « Tu nous manques, Claire. Les fêtes ne sont plus les mêmes sans toi. » « Les fêtes que je finançais, vous voulez dire ?» Le silence se fit pesant. Sylvie reprit. « L'argent, ce n'est pas important entre nous. Ce qui compte, c'est l'amour. Dans ce cas, pourquoi Camille est-elle venue me réclamer 8 000 € il y a 4 mois ?» Camille rougit. J'étais désespérée. J'avais des dettes. Et vous, maman, pourquoi avez-vous gardé les 800 € du traiteur que j'avais payé ? Françoise détourna le regard. J'ai eu des frais, tu comprends ? Claire sentait un calme étrange l'envahir. Elle exposait les faits sans colère, juste avec une clarté cristalline. Vous voulez que je revienne pour continuer à jouer mon rôle de distributeur automatique. Mais moi, je ne veux plus de ce rôle. Claire, protesta Bernard. Tu dramatises. On forme une famille unie, on s'entraide. Une famille unie ? Claire sourit tristement. Oncle Bernard, quand avez-vous pris de mes nouvelles pour autre chose qu'une réconciliation orchestrée ? Tante Sylvie, vous souvenez-vous de mon anniversaire ? Maman, depuis quand ne m'avez-vous pas demandé comment j'allais vraiment ? Le silence s'éternisa. Personne n'avait de réponse. Vous savez ce que j'ai découvert ces derniers mois ? Que l'amour véritable ne demande pas de preuves constantes. Pierre ne m'a jamais demandé un centime. Mes collègues de l'hôpital s'intéressent à moi sans arrière-pensée. J'ai des amis qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Françoise éclata en sanglots. Mais nous, on t'aime. Tu es ma fille. Vous m'aimez à votre manière, avec vos blessures et vos manques. Mais votre amour a un prix, et je ne peux plus le payer. Camille explosa. Tu es devenue froide et égoïste. Ce Pierre t'a lavé le cerveau. Non, Camille, j'ai juste appris à me respecter. Et je vous respecte assez pour vous dire la vérité. Je ne reviendrai pas dans ce système. Claire se leva, signifiant que l'entretien était terminé. Je vous souhaite d'être heureux, sincèrement. Mais sans moi. J'ai ma propre vie à construire maintenant. Tu vas le regretter, cria Françoise en se dirigeant vers la porte. Quand tu seras vieille et seule, tu penseras à nous. Peut-être, mais j'aurai vécu ma vie, pas la vôtre. Ils partirent dans un concert de reproches et de menaces voilées. Claire referma la porte et s'adossa contre le battant, épuisée mais libérée. Elle venait de couper définitivement le cordon, et contrairement à ses peurs d'enfant, elle était toujours debout. Son téléphone vibra. « Pierre, comment tu te sens après ce grand moment ?» Elle sourit malgré ses larmes. Il savait, sans qu'elle ait besoin de tout expliquer. C'était cela, être comprise. « Libre », répondit-elle simplement. Et pour la première fois de sa vie, ce mot avait un sens réel. 1 an plus tard, Claire se réveilla dans l'appartement lumineux du 14e arrondissement qu'elle partageait avec Pierre depuis 6 mois. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux blancs, caressant les murs ocre qu'ils avaient peints ensemble un week-end de mai. Sur la table de chevet trônait la photo de Mamie Lucette, souriant éternellement devant ses madeleines dorées. Claire enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la cuisine où l'attendait Pierre, déjà habillé pour l'hôpital, une tasse de café à la main et ce sourire tendre qui illuminait maintenant ses matins. « Ton grand jour aujourd'hui », dit-il en l'embrassant. « Tu es prête ?» Claire hocha la tête, émue. Aujourd'hui, elle inaugurait sa petite pâtisserie ambulante au marché des Enfants Rouges,
projet qu'elle avait financé avec l'argent qu'elle ne dépensait plus pour sa famille. Les délices de Lucette, en hommage à sa grand-mère, proposaient des madeleines artisanales et des pâtisseries traditionnelles faites avec amour. Les dernières nouvelles de sa famille lui parvenaient par bribes, via des cousins restés neutres. Sa mère et Camille avaient rapidement retrouvé leur équilibre sans son soutien financier, comme elle l'avait prédit. Françoise s'était rapprochée de ses sœurs, redécouvrant des liens familiaux qu'elle avait négligés. Camille avait trouvé un emploi dans une boutique de cosmétiques, contrainte enfin d'assumer ses responsabilités. Parfois, une nostalgie douce amère envahissait Claire. Elle pleurait encore l'illusion de la famille aimante qu'elle avait espérée, ces Noëls chaleureux qui n'avaient existé que dans ses rêves d'enfant. Mais elle chérissait surtout cette liberté nouvelle, cette possibilité de dire oui ou non selon ses propres désirs. « Tu as reçu quelque chose d'important hier », dit Pierre en lui tendant une enveloppe qu'elle avait oubliée dans l'émotion du lancement. Claire reconnut l'écriture délicate de sa grand-mère maternelle, Mémé Jeanne, 82 ans, qui était restée silencieuse pendant toute la crise familiale. Sa lettre était courte, mais bouleversante. « Ma chère Claire, j'ai attendu que la tempête passe pour t'écrire. Je voulais que tu saches que j'ai vécu exactement la même chose avec ma propre mère il y a 50 ans. Elle me réclamait tout, mon temps, mon argent, ma culpabilité. J'ai cédé toute ma vie et je le regrette encore. Tu as eu le courage que je n'ai jamais eu. Tu as brisé un cycle qui nous empoisonnait depuis des générations. Je suis fière de toi, ma petite fille. Très fière. » Claire essuya ses larmes en serrant la lettre contre son cœur. Elle réalisait qu'elle n'avait pas seulement sauvé sa propre vie, elle avait brisé un schéma transgénérationnel de manipulation et de sacrifice. Les futures générations de sa famille ne connaîtraient peut-être jamais cette prison dorée qu'elle avait habitée si longtemps. « Allez, madame la pâtissière », sourit Pierre en l'embrassant sur le front. « Il est temps d'aller conquérir Paris avec tes madeleines. » Ils arrivèrent ensemble au marché, Pierre l'aidant à installer son stand aux couleurs pastel. Les premières clientes s'approchèrent, attirées par l'odeur du beurre et de la vanille qui s'échappaient des boîtes encore chaudes. « Elles sentent exactement comme celles de ma grand-mère », s'extasia une dame âgée en croquant dans une madeleine. Claire sourit, touchée par ce compliment qui résonnait comme un héritage reçu et transmis. En fin d'après-midi, son stand était vide, ses créations parties dans les paniers de clients ravis. Pierre l'attendait avec un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées. « Comment c'était » demanda-t-il. « Magique », répondit-elle simplement. Ils rentrèrent chez eux, main dans la main, parlant déjà du prochain week-end, du marché de dimanche, des nouvelles recettes qu'elle voulait essayer. Pour la première fois depuis des années, Claire vivait au présent, construisait son propre bonheur sans se soucier des attentes des autres. Ce soir-là, en préparant leur premier Noël ensemble, simple et authentique, Claire réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa place. Pas celle qu'on lui avait assignée, mais celle qu'elle s'était créée, avec des gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment. L'amour véritable ne se mesure pas en argent dépensé ou en sacrifices consentis. Il se vit dans les sourires partagés, les projets communs, et ces petits matins où on se réveille libre d'être soi-même. Claire était enfin chez elle. This guy. Orthworm? Orthworm? There's a level 36 Drillbur. Ooh, level 36. Mine's only Yeah, level come 24. Come over here. What the hell is that thing? You He's so wanna try ugly. and get him? I know, it's the What level frickin' is he? Level Orthworm. 40? Dude, try to get him. He's gotta be ground type. What I the kinda hell? don't want him. Look, a Not like very Graveler! Dude, a cool to Graveler! me. Oh my god, they're actually scaring me this time. Nice, nice. Are you gonna get that? Dude, level I don't- 38 I'm gonna- Graveler. I kinda want him. No, it's okay, you can get him. I'll get the Orthworm? No, I lied. I'd rather the Drillbur, honestly. I don't know about that fugly ass worm, no. Oh my god, he's gonna kill me, bro. This Drillbur's kinda strong, man. This Graveler is freaking strong. None of my things are effective against him. Bruh.
thing. He killed my freaking Tropius. I just nothing was effective, and then I used my freaking my main Pokemon and I just one-shotted him. Mm-hmm. Gotta catch them all, gotta catch them all. Has anybody said they wanted to play this game? Yeah. No. Well, a lot of people like were just like kind of didn't know this game existed. I didn't ask though. So I'm just make a poll on my story later. So Ooh, we're not gonna look, play this game? Lunatone. Should I try to grab him? What type is he? He looks a little bit scary, man. Yeah. Oops. What the heck? Why is my R not working? Oh, unable to. Oh, right, he's dead. Forgot about that. I would. You would? Really? I was actually thinking about doing a server. I was gonna like pay for one, possibly. I would have wanted to, I wanted to do it on my computer and like just make one, but oh my god. What the hell is that? Bro. But yeah, I don't want to get DDoS and like have my, I don't know. There's a lot of yeah, I'm thinking about buying one. I think it's like $30 a month for like a server. So I was thinking maybe I make a Knuckle stack. What the hell is that? Knuckle stack. It's level 45. What the hell is that? Knuckle stack. An Aeron! Oh my god, so cute. Go sleep. Aaron. I kind of miss my Ghastly, bro. I kind of don't like my Haunter. He's obviously strong, but like I'm just sick of hearing haunt. That's what I he don't said. like that. Yeah, he says haunt. Go back. You gotta evolve him one Ooh, more a Golbat. time. I like how we're seeing higher level ones now. Like evolved versions. It's cool. Pretty cool. Go back. Oh no, I killed them. Honestly, that makes it better. I like open game worlds too. I love exploring maps, right? I'm saying. So I feel like it'd be so much fun. I think it'd be so much fun actually to play with a bunch of people. But obviously it depends on if, you know, people want to actually play it or not. Because like I don't think I'll buy a server if like 2 people play. Like honestly.